Alors sinon, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans les programmes d'art et cloître. Cet après-midi, alors je crois que nous avons pas mal de petits nouveaux. Donc, nous saluons toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Voilà, nous proposons depuis 16 ans des programmes de conférences avec des thèmes différents chaque année qui sont axés sur l'art et la spiritualité avec différents conférenciers voilà, assez variés et qui viennent avec grand plaisir nous rejoindre habituellement à la Chartreuse de Molsheim. Mais depuis 2 ans, avec les conditions sanitaires, nous fonctionnons par Zoom. Voilà, en attendant de retrouver cette Chartreuse dès que ce sera possible. Voilà. Alors cet après-midi, nous nous intéressons à la sculpture et à la lumière. Alors on est en même temps en cette période d'avant-printemps où la lumière est plus intense, donc c'est tout à fait approprié de parler de lumière et de sculpture. La sculpture, donc, c'est un objet matériel en 3 dimensions avec une surface plus ou moins lisse ou accidentée. La sculpture n'existe pas sans la lumière. La sculpture est une affaire de soleil. La sculpture est comme la lumière, elle tourne, disait Léon Daudet. Donc cet après-midi, il s'agira surtout d'étudier la représentation de la lumière en sculpture plutôt que l'utilisation que les sculpteurs, et en particulier Rodin, en ont faite. Voilà. Alors pour cela, nous avons la grande joie d'accueillir Antoinette Lenormand-Romain dans nos programmes. Antoinette Lenormand-Romain donc, est conservateur honoraire du patrimoine. C'est l'ancienne directrice de l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, et elle a été ancienne conservatrice du musée Rodin. Voilà. Et elle fait également l'actualité parce que du 11 avril au 21 août au musée d'Orsay, elle est en train de préparer la rétrospective Mayol. Et puis, en juin 2022, il y aura une exposition qu'elle est également en train de préparer, Rodin et les États-Unis, à Williamstown, donc au nord de New York. Donc voilà pour l'actualité d'Antoinette. Et je vais donc lui laisser la parole pour ce sujet passionnant, sculpture et lumière. C'est de la lumière et de l'ombre que le sculpteur, comme l'architecte, pétrit et modèle. Donc c'est un propos de Rodin. Voilà Antoinette, je vous laisse la parole. Laurence, merci beaucoup. Je suis toujours heureuse d'intervenir dans le cadre de vos conférences, puisque j'ai gardé donc très bons souvenirs de celles que j'ai déjà prononcées devant vos amis, devant vos fidèles, votre fidèle public. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la sculpture et de la lumière. Alors, je vous dis tout de suite, voilà. Je ne vais pas parler de la représentation de la lumière en sculpture. Ce n'est pas mon sujet. Je trouve que d'ailleurs c'est un sujet relativement pittoresque ou anecdotique qu'on pourrait traiter bien entendu, mais qui ne va pas être notre sujet d'aujourd'hui. Pour mémoire, les Vierges sages de la cathédrale de Strasbourg qui tiennent leurs petites lampes, ou cette Psyché de la fin du 19e siècle de Madame Léon Berthaud qui, vous le voyez, tient aussi sa lampe. Donc des exemples comme ça, on pourrait en trouver des quantités. Je vais également laisser de côté les femmes porte-torchères, dont voici néanmoins quelques exemples. La très belle femme égyptienne de Cordier, qui se trouve dans le musée chinois de l'impératrice Eugénie à Fontainebleau, et qui tient donc, vous le voyez, un vase d'où pouvait jaillir une lampe. La statue est à peu près grandeur nature, hein, c'est une chose impressionnante. Et puis, les célèbres torchères de l'opéra par Carrier-Belleuse, ou une version un peu plus pittoresque, un peu plus exotique, qui se trouve à Chicago, dans ce fastueux hôtel qui est Palmer House. Donc là encore, des exemples de ce type, on pourrait en trouver à l'infini. Pensez à tous les immeubles, j'imagine qu'il y en a à Strasbourg comme à Paris, avec au pied de l'escalier principal une femme qui tient une torche. Peut-être un tout petit peu plus intéressant, l'introduction de la lumière dans la sculpture. Mais nous n'allons pas vraiment nous attarder non plus là-dessus. Pour mémoire encore, les singes aux bulles de savon de Frémiet, réalisés pour l'hôtel de Sarah Bernard à Paris, et vous voyez que les bulles de savon sont remplacées par des ampoules électriques. Et de même, dans ce groupe qui orne une fontaine à Toulouse, la Garonne apporte l'électricité à la ville de Toulouse. Vous avez ici donc la Garonne
excusez-moi, qui à l'origine tenait une ampoule électrique pour montrer que grâce au barrage qui avait été construit sur son cours, Toulouse était désormais illuminée. Mais comme vous le disiez Laurence tout à l'heure, nous allons plutôt voir quel est l'impact de la lumière sur la sculpture et puis peut-être ensuite réfléchir à ce que cela signifiait pour certains sculpteurs. Donc, je ne reviens pas sur ces jolies citations que Laurence vous a données tout à l'heure, qui définissent, je trouve, bien mon sujet. Mais je voudrais donc vous rappeler que sans la lumière, en fait, effectivement, la sculpture n'existe pas. Donc, il faut repenser à ce monde d'avant l'électricité, ce monde qui était tout de même un monde souvent sombre, souvent obscur, et essayer de reprendre conscience de ce qu'ont pu être notamment la découverte des antiques dans cette Rome de la Renaissance, puis du XVIIIe siècle. Ces antiques qui étaient souvent enterrés, souvent dans des cryptes, souvent sous la terre, et que les archéologues, les amateurs, ont pu découvrir, vous le voyez comme ici, à la lueur de la torche. Et évidemment, c'est une lumière très différente de celle que nous connaissons. C'est une lumière qui est plus limitée et qui donc, j'imagine, en général, faisait découvrir l'œuvre peu à peu et non pas d'un seul coup, comme nous la voyons aujourd'hui. Alors cette lumière, elle prend quelquefois l'aspect d'un projecteur, comme on le voit donc dans cette aquarelle représentant la découverte d'un squelette dans les ruines de Pompéi. En fait, ici, la lumière donne presque l'impression d'un jet d'eau, tellement elle est violente, et elle vient donc révéler ce que ce groupe d'amateurs trouve dans une crypte, une cave de Pompéi. Donc je pense, si vous voulez, que pour toute la période du 19e, il faut bien garder cela en mémoire. La lumière n'est pas cette illumination dans laquelle nous baignons aujourd'hui, mais est quelque chose qui est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis. Alors, les artistes, très vite, en ont tiré parti à leur façon. Et par exemple, vous voyez un peintre comme Wright of Derby, qui est un peintre anglais, a aimé éclairer des figures antiques pour faire ressortir des formes démodelées et de façon quelquefois un peu inattendue, puisque la lumière n'éclaire pas forcément tout comme on pourrait s'y attendre. Les musées également se sont aperçus, ont pris conscience de l'apport que cela pouvait représenter. Et en fait, dès le 18e, on a des récits de visites de nuit dans des musées, dans des collections. Alors, des visites qui sont évidemment réservées à des privilégiés, accompagnées de, je ne sais pas s'il faut les appeler des valets, s'il faut les appeler des laquais, mais en tout cas d'hommes qui portent des torches. Et ici, donc, dans cette aquarelle représentant la visite de nuit du Louvre de Napoléon et de Marie-Louise juste au moment des fêtes du mariage, on a ce détail assez amusant de ces espèces de projecteurs, hein, parce que je pense que c'est le mot qui convient, qui sont tenus à bout de bras, là à gauche, par ces deux hommes, et qui permettent d'éclairer le Laocoon. Et vous pouvez tout de suite remarquer derrière le Laocoon l'ombre, parce que cette ombre va être aussi un élément fort intéressant et dont les artistes vont tirer parti. Donc l'ombre que crée cette forme, ce volume sur la surface qui est en arrière. Alors ce que l'on constate, c'est que ces visites de nuit, en fait, elles ne concernent que les départements d'objets en 3 dimensions, c'est-à-dire bien sûr les sculptures antiques, modernes, les antiquités. Et, ah oui, je fais un petit peu trop vite. Et lorsque le Louvre est enfin éclairé, en 1936, qu'est-ce que l'on éclaire en premier? Eh bien, justement, ce sont les salles d'antiques, ce sont les salles archéologiques. Et donc, ceci est fait à l'initiative du directeur, qui à l'époque est Henri Verne, et qui publie d'ailleurs un guide intitulé Le Louvre la nuit, étant donné que le succès est grand. Et le succès est même si grand d'ailleurs que peu à peu, il étend l'électrification à l'ensemble du musée et qu'il crée même à l'intérieur du Louvre un atelier d'électriciens pour parer à tous les problèmes qui pourraient se poser.
Donc, derrière ce Laocoon, une ombre qui est ici assez discrète, mais l'ombre peut prendre des formes fantastiques, peut prendre des formes assez extraordinaires. C'est un peu aussi le principe de la tache. Vous savez, on mouille une feuille de papier, on laisse tomber une goutte d'aquarelle, on fait bouger un peu la feuille, éventuellement on la plie en deux, et apparaissent des formes que quelqu'un comme Victor Hugo, par exemple, a beaucoup aimé utiliser en les travaillant pour leur donner un aspect particulier. Donc ici, Tischbein fait un peu la même chose avec l'ombre. Donc c'est l'ombre du personnage qui est debout à droite. Et comme la source de lumière est basse, cette ombre se déploie sur trois côtés de la pièce d'une façon tout à fait surprenante. Et donc ça, c'est une aquarelle qui a intéressé Goethe, à tel point d'ailleurs qu'il l'a acquise ou qu'il se l'est fait donner. Et l'aquarelle est aujourd'hui dans son musée à Weimar. Alors, donc, ce travail, cette réflexion sur l'ombre a toujours existé en fait. On en a un exemple ici avec un tableau du XVIe siècle. Derrière les personnages, on voit ces trois silhouettes qui sont là un petit peu comme des fantômes qui viennent prolonger la scène, ou bien beaucoup plus récemment, puisque c'est au Grand Palais en 2017, donc vous voyez, il y a seulement 4 ans, l'ombre qui est créée par cette œuvre du sculpteur anglais Flanagan. Et l'ombre qui est toujours plus légère, plus fantastique, apporte une autre dimension à la sculpture. Ce travail sur l'ombre, en fait, est lié à toute la légende de l'origine du dessin et de la sculpture, légende que l'on fait remonter à l'Antiquité, bien entendu, avec le potier, enfin plutôt le potier et sa fille Dibutadès, que vous voyez donc à gauche avec son fiancé. Son fiancé va la quitter parce qu'il doit partir à la guerre. Et grâce à une lampe, elle projette son ombre sur le mur et puis elle trace le contour de son profil et son père ensuite remplira ce profil d'argile et créera de cette façon le premier bas-relief. Donc c'est une légende qui a été reprise, illustrée d'innombrables fois depuis fort longtemps. Donc, vous en avez ici un exemple de Suvet, donc un exemple du XVIIIe siècle en plein retour du néoclassicisme dans la peinture française, ou une image beaucoup plus récente de Francine Van Hove, qui là aussi a à peine une quinzaine d'années. Et cette lumière qui à l'origine a permis de créer la forme, de créer le premier dessin, puis le premier relief, les sculpteurs vont rapidement apprendre à l'utiliser. Alors que ce soit la lumière naturelle comme en Égypte, donc vous savez tous bien entendu que les bas-reliefs égyptiens sont en général des bas-reliefs en creux, et que cette lumière forte, qui est la lumière égyptienne, va éclairer l'arête du bas-relief de façon à dessiner vigoureusement la forme. Donc c'est quelque chose qui sera peu repris par la suite, puisque, comme vous le savez aussi, la plupart des bas-reliefs sont des bas-reliefs qui sont au contraire saillants et non pas en creux. À la période baroque, la lumière est assimilée à la grâce divine. Donc, un exemple ultra célèbre que vous connaissez tous par cœur, je suis désolée que l'image soit aussi mauvaise, mais je suis certaine que vous l'avez dans les yeux, qui est la vocation de Saint Matthieu de Caravage à Saint-Louis des Français. Vous avez donc cet éclairage très fort qui vient de la droite et qui éclaire donc le personnage de Saint Matthieu que le Christ vient d'appeler. Mais en sculpture et en architecture, un usage qui est peut-être plus matériel que celui de la peinture que nous venons de voir et dont je pense que le chef-d'œuvre absolu est cette extase de Sainte Thérèse par le Bernin qui se trouve dans une église à Rome et qui est de 1652. Donc l'idée est de montrer la grâce divine sous les traits d'un ange qui vient pénétrer Sainte Thérèse, que vous voyez donc alanguie, à moitié affaissée sur elle-même, sous le coup, enfin le choc qu'elle ressent dans la partie droite de la composition. Alors, le groupe est éclairé par une source lumineuse directe. Vous voyez bien qu'il y a un petit lanternon
au-dessus du groupe sculpté. Donc la lumière se déverse directement sur le marbre et cette lumière, elle est renforcée, elle est développée par d'autres sources lumineuses qui sont un vitrail que vous ne pouvez pas voir, qui sont la lumière des cierges, tout ça se reflétant sur les marbres polis, donc qui à leur tour renvoient la lumière, et notamment cet admirable marbre blanc. Donc voilà un détail qui est peut-être un petit peu plus lisible, mais en même temps, on voit moins bien la situation qui compte évidemment énormément dans ce groupe. Mais vous voyez bien en revanche la qualité du travail du marbrier, la qualité de poli du marbre, comme vraiment les artistes savaient le faire au XVIIe et au XVIIIe siècle, et il faut bien le dire, moins par la suite, mais qui renvoie la lumière d'une façon tout à fait extraordinaire et qui permet aussi de jouer sur des oppositions de taille, laisser des endroits un peu plus rugueux, de façon à ce que la lumière se reflète moins, par opposition, par exemple, à tout ce qui sont les chairs. Donc des compositions très, très scénographiées, des compositions très théâtrales, dont on a des exemples fort intéressants dans le Paris du milieu du XVIIIe siècle. Nous sommes ici dans l'église Saint-Roch, dont vous avez donc le plan sur la droite, et vous voyez que Saint-Roch est composé en fait de trois espaces qui se suivent, donc la nef dans laquelle nous nous trouvons à gauche, ensuite une rotonde et tout au fond une chapelle qu'on appelle la chapelle du calvaire ou du crucifix. Et donc toute l'architecture, toute la scénographie est organisée pour qu'il y ait une succession à la fois d'écrans et de sources lumineuses qui, en fait, vous permettent d'apercevoir tout au fond, donc le Christ qui donne son sens à l'ensemble de cette composition. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la nef, nous sommes à peu près ici. Donc, si nous passions derrière, nous nous trouvons devant cet admirable groupe de Michel Anguier, qui vient du Val-de-Grâce et qui constitue en quelque sorte le deuxième écran au fond de la rotonde, derrière laquelle on aperçoit donc cette fameuse chapelle du Calvaire, dans laquelle a été replacé un Christ du XVIIe, accompagné, lui, d'une Vierge beaucoup plus tardive, à un moment où la chapelle a été réaménagée après la Révolution. Mais vous l'avez ici à gauche, comme elle se trouvait donc à la fin du XVIIIe siècle, après les travaux de l'architecte Boullé et du sculpteur Falconet. Et ça n'est pas indifférent que ce soit Boullé, parce que Boullé fait partie de ces architectes visionnaires de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et nous sommes effectivement ici devant une vision assez extraordinaire, il faut bien le dire, et jouant sur des contrastes lumineux très forts, avec en partie basse le tombeau du Christ, qui est, comme vous le savez, à l'intérieur d'une grotte. Donc, c'est un endroit sombre, peu éclairé. Et puis, au-dessus, donc, la croix qui se dresse, elle, en pleine lumière, grâce de nouveau à un éclairage direct qui est aménagé dans le plafond. Alors, cette chapelle a beaucoup souffert au moment de la Révolution. Et voilà maintenant l'état dans lequel elle se trouve. C'est beaucoup moins pittoresque d'une certaine façon, beaucoup moins théâtral aussi, avec tout de même encore un rocher, un crucifix, qui est d'ailleurs le même, toujours le crucifix d'Anguier, éclairé directement, et donc cette statue un peu statique, un peu immobile, qui a été replacée là au milieu du XIXe siècle. Et l'ensemble est accompagné de deux grandes scènes sculptées qui représentent des épisodes de la montée au calvaire. Quelque chose d'assez équivalent dans une autre église parisienne qui est Saint-Sulpice. Et cette fois-ci, l'architecte, c'est Charles de Vailly, qui fait lui aussi partie de ces architectes visionnaires de la fin du XVIIIe siècle. Alors là, de nouveau, une succession d'espaces avec des éclairages spécifiques. Nous sommes donc dans la nef et vous apercevez derrière l'autel donc cette chapelle de la Vierge avec tout au fond la statue de la Vierge, qui est une statue elle aussi plus ancienne puisque c'est une statue de Pigalle qui est replacée donc dans cette ambiance qui elle est extrêmement 18e.
Alors de nouveau, un décor de marbre très somptueux. Et puis donc derrière l'autel principal, une niche dans laquelle apparaît la Vierge comme au milieu des nuées et la Vierge qui reçoit un éclairage direct d'un petit lanternon qui se trouve au-dessus. Donc, vous voyez cette association de la sculpture et de l'architecture. Et donc là, je reviens donc à cette citation que vous a donnée Laurence au début de la conférence. C'est de la lumière et de l'ombre que le sculpteur, comme l'architecte, pétrit et modèle. Vous voyez bien donc l'utilisation qui peut être faite de la source lumineuse, je dirais, en dehors de toutes les qualités de la sculpture elle-même. La lumière vient lui ajouter une autre dimension, une dimension qui lui permet peut-être de pénétrer dans un autre univers qui est celui, immatériel de la grâce, de la religion. Et un exemple assez touchant, je trouve, qui va dans le même sens, qui est ce baptistère de Guy Millot en Finistère. Vous voyez ce détail très amusant, des petits oculi qui ont été percés dans la voûte, de façon à ce que la fenêtre qui est derrière envoie un rayon lumineux directement sur le baptistère. Donc là, nous sommes dans quelque chose qui est plus rustique, qui ne fait pas vraiment intervenir la sculpture, mais je trouvais qu'il était trop charmant d'une certaine façon pour vous en priver. Alors, donc les sculpteurs se sont bien rendus compte de tout ce que la lumière pouvait apporter à leur œuvre pour lui donner une dimension peut-être supplémentaire. Mais eux-mêmes ont parfois joué avec la lumière, c'est relativement rare, mais nous en avons un exemple avec ce percé de Canova, qui se trouve au Metropolitan Museum, qui est un marbre absolument admirable, sculpté avec le plus grand soin, la plus grande précision, et dont on sait que Canova recommandait d'éclairer la tête de Méduse par l'intérieur. Et à cet effet, il avait creusé cette tête de façon à ce que l'on puisse mettre une source lumineuse pour l'éclairer. Et vous voyez que là, il y a un essai qui a été fait par l'un des conservateurs du Metropolitan, qui est monté donc sur un escabeau pour pouvoir mettre une lampe électrique à l'intérieur de la tête de Méduse et voir quel effet cela produisait. Et effectivement, cela produit un effet assez fort qui vient encore, je dirais, développer, renforcer le sens de la sculpture. Alors, évidemment, ça n'est pas comme ça dans la vie courante, donc c'est un happening, en quelque sorte, qui a duré quelques instants. On a la chance d'avoir cette image pas très bonne, mais assez parlante. Et à vrai dire, on n'a pas beaucoup d'autres exemples de ce type de recherche, à l'excepter peut-être d'une œuvre de Camille Claudel, La petite châtelaine qui se trouve au musée de Roubaix et qui est en marbre, bien sûr, et qui est en partie creusé à l'intérieur. Alors moi, je n'ai jamais vu exactement comment était l'intérieur. Je n'ai jamais réussi à savoir si on avait essayé de mettre une lampe électrique pour voir si ça changeait quelque chose. Mais c'est tout à fait possible, étant donné l'imagination de Camille Claudel et les recherches un peu étonnantes, un peu nouvelles auxquelles elle se livrait, qu'elle ait été tentée par un éclairage de ce type. La petite châtelaine a un côté inspiré. Vous savez, on l'appelle parfois Jeanne enfant. Jeanne, c'est Jeanne d'Arc. Et donc, évidemment, pouvoir mettre une lumière à l'intérieur permettait de renforcer son aspect mystique. Mais donc, ce genre d'exemple, comme je vous l'ai dit, est rare. Les sculpteurs vont surtout utiliser la lumière d'abord pour leur permettre de mieux travailler leur œuvre. Non, pardon, j'avais aussi cet autre exemple intéressant qui est celui d'Orphée et Eurydice de Rodin, encore une fois au Metropolitan Museum, que vous voyez là, ici, présenté de façon assez plate, mais dont on sait que Rodin recommandait de l'éclairer par l'arrière parce qu'il souhaitait que le personnage d'Orphée, vous connaissez l'histoire d'Orphée et Eurydice, Eurydice est la femme d'Orphée, elle a été emportée aux enfers et Orphée obtient la permission d'aller la chercher pour l'en faire sortir. Mais il faut simplement qu'il ne la regarde pas pendant tout le temps que durera cette remontée des enfers.
Donc, il a la main sur les yeux pour s'empêcher de voir, ce qu'il fera malheureusement, donc l'histoire se termine mal, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, donc, Orphée sort de cet enfer et Rodin souhaitait que le personnage d'Orphée soit en pleine lumière, donc que cet éclairage venant de l'arrière permette de l'illuminer, lui, en quelque sorte, alors que Eurydice, qui est là derrière, qui est plus dans la cavité rocheuse, devait, elle, rester dans l'ombre pour évoquer donc ce monde des enfers dans lequel elle était prisonnière. Mais donc, comme je vous le disais, c'est plus pour étudier leur modelé, pour étudier la forme, pour étudier les volumes, que les sculpteurs vont utiliser la lumière. Alors, encore une fois, représentez-vous les circonstances, enfin les conditions plutôt, dans lesquelles ils travaillent. Donc des ateliers qui, à la fin du 19e, en général, n'ont pas l'électricité. Donc il y a certes la lumière du jour, et puis il y a ensuite la lumière de lampe. Mais de nouveau, c'est une lumière qui est une lumière très dirigée. Et Rodin, à la fin du siècle, comme David d'Angers au début du siècle, recommande d'éclairer leur figure, de faire le tour de leur figure avec une lampe de façon à pouvoir examiner à la fois tous les profils et tous les détails du modelé. David d'Angers dit par exemple, un sculpteur devrait souvent examiner sa sculpture à la tombée du jour ou même la nuit en l'éclairant d'une lumière factice. Cet examen lui permettrait de juger si la silhouette générale de son œuvre n'est point embarrassée de masses, de plis ou d'accessoires nuisibles à l'effet. La simplicité du mouvement n'est rien moins que l'expression de l'individu, c'est ce qui constitue l'unité. Donc, vous voyez David d'Angers, donc, qui travaille grosso modo entre 1815 et 1850, est très clair dans son propos. Cet examen de la sculpture à l'aide d'une source lumineuse factice permet de l'apprécier et de repérer ce qui pourrait être supprimé. Et Rodin ne fait pas autrement. Il invite Gzell qui a recueilli ses propos et publié donc en 1910 un livre qu'on appelle les Entretiens de Rodin et qui est un livre extrêmement précieux pour la connaissance de Rodin. Donc Rodin invite Gzell à une expérience, comme il dit, regarder une sculpture antique avec un éclairage frisant très proche. Et voilà ce qu'il dit. La lumière ainsi dirigée me faisait en effet apercevoir sur la surface du marbre des quantités de saillies et de dépressions légères que jamais je n'y eusse soupçonnées. Ce qui de prime abord semblait simple était en réalité d'une complexité sans égale. Alors Rodin lui dit, n'est-ce pas merveilleux? Convenez que vous ne vous attendiez pas à découvrir tant de détails. Tenez, voyez les ondulations infinies du vallonnement qui relie le ventre à la cuisse. Savourez toutes les incurvations voluptueuses de la hanche et maintenant là, sur les reins, toutes ces fossettes adorables. Et on a d'autres récits de ce type montrant donc Rodin examinant ces sculptures de cette façon. Alors, malheureusement, le cinéma n'existait pas, donc nous n'avons pas Rodin en train de faire le tour, et encore moins d'ailleurs David d'Angers, en train de faire le tour de ses œuvres avec une torche, mais nous avons une photo comme celle-ci, qui est une photo fort intéressante. Donc, vous reconnaissez bien sûr l'Âge d'airain qui est la sculpture qui constitue en quelque sorte le point de départ de la carrière de Rodin. Âge d'airain qui est exposé en 1877 et qui suscite une forme de scandale parce que l'œuvre paraît tellement vivante que l'on accuse Rodin de l'avoir réalisée à partir de moulages sur nature. Ce qui est la pire injure que l'on puisse adresser à un sculpteur puisque c'est nier qu'il est capable de modeler et ce qui est aussi, à vrai dire, stupide parce que le moulage sur nature, l'opération du moulage sur nature n'est pas très agréable. Quand on vous coule du plâtre froid sur le corps, en général, si vous voulez, l'épiderme se rétracte, éventuellement produit ce qu'on appelle là, des peaux de poule, et le résultat n'est finalement pas des plus heureux. Alors, l'Âge d'airain est au contraire entièrement modelé de la main de Rodin, mais grâce à son travail, Rodin réussit à lui donner, à modeler, à lui donner un aspect tellement vivant, frémissant de vie, que le public est surpris et ne trouve que cette explication
d'autant plus que la sculpture n'a pas vraiment de sujet. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le titre L'âge d'airain, mais c'est un titre qui lui a été donné un peu plus tard. Et pour Rodin, c'est simplement une étude de nu masculin. Une photo comme celle-ci, une photo qui est prise dans l'atelier de l'artiste avec le plâtre placé devant une fenêtre, nous montre bien ce pouvoir de la lumière qui, par exemple ici sur le côté gauche, vous voyez, fait ressortir des détails du modelé et nous refait peut-être prendre conscience de cette surprise qu'ont pu avoir les visiteurs du salon de 1877 quand ils l'ont découverte, alors que même quand elles étaient précises anatomiquement, ce que beaucoup de sculpteurs étaient capables de faire, elles n'avaient pas ce côté si sensible, si frémissant que peut présenter l'âge d'airain. Et ce qui est intéressant, c'est que Rodin va repartir de cette photo, vous voyez, pour une gravure qui lui est demandée pour un magazine. Et on retrouve bien les mêmes éclats de lumière sur tout ce côté droit, ou ici sur le dessus de l'épaule. On voit bien, on voit très nettement que le dessin a donc été fait à partir de cette sculpture, à partir de cette photographie qui paraissait probablement ce qui rendait le mieux son œuvre aux yeux de Rodin. Puis moi, j'aime beaucoup cette photographie parce qu'on voit que c'est le plâtre après le salon. Vous voyez, ici, il y a le petit numéro du salon qui est collé sur la base et il y a les outils du sculpteur qui ont peut-être servi à reprendre quelques défauts. Alors, l'autre exemple, évidemment, fort célèbre, c'est celui du Balzac. Balzac est exposé au salon de 1898. Vous le voyez là à gauche. Qui fait scandale lui aussi parce que le public déclare qu'il ne peut pas reconnaître Balzac dans cette masse informe. On ne sait pas très bien de quoi il est vêtu, il semble porter une sorte de peignoir de bain, on ne voit pas ses mains, qui serait normalement le signe de l'écrivain, puisque c'est la main qui tient la plume. La silhouette, la masse est faite pour conduire donc le regard vers le visage, et un visage qui est traité de façon presque caricaturale, et qui, je dirais, l'est encore plus sur cette image, avec ses yeux, parce que les yeux sont profondément enfoncés, sont très creusés, et ici, l'éclairage fait que le résultat, ce sont deux trous noirs, et qu'on a vraiment l'impression que Balzac porte des lunettes de soleil. En tout cas, donc la sculpture est refusée par la Société des gens de lettres qui l'avait commandée. Rodin la reprend, refuse toutes les propositions qui lui sont faites de l'acheter, de la réaliser, et la ressort une dizaine d'années plus tard, au moment où l'on crée la maison de Balzac à Paris pour faire des photographies par Steichen, qui est un célèbre photographe américain. Et Steichen va faire des photographies de nuit, avec des pauses parfois très longues, des pauses de plusieurs heures. Et la lumière de la lune tourne autour de Balzac et il crée de cette façon toute une série d'images tout à fait extraordinaires. Et lorsque Rodin les voit, il estime que Steichen a fait découvrir son Balzac. Il dit « C'est le Christ marchant dans le désert. Vos photographies feront comprendre au monde mon Balzac. » Alors, ce qui est certain, c'est que Rodin aime les photos que nous pourrions dire ratées. Vous voyez, le genre de photographies qu'il a conservées, qui sont des photographies de Druet. Druet, c'est un photographe qui a énormément travaillé pour Rodin, mais quelquefois, les photos sont surexposées et au fond, l'œuvre n'est pratiquement plus lisible. On ne voit plus que le contour, comme ici, par exemple. On reconnaît le baiser, bien sûr, mais on ne voit absolument plus le détail du groupe, à l'exception peut-être de la main qui est ici. Et ce sont des photos que Rodin aimait probablement pour leur aspect étrange, les idées qu'elles pouvaient lui donner. Autre exemple de photos que l'éclairage peut complètement changer, avec ces têtes de Lincoln par un sculpteur américain qui s'appelle Chester French. Donc vous avez deux fois la même tête, vue de face des deux côtés, mais vous voyez que l'éclairage est totalement différent et en réalité change l'expression du visage. À gauche, il paraît très ferme, très décidé.
On a l'impression d'un homme d'État qui est animé par une réflexion profonde. Et à droite, en revanche, il paraît, je dirais, ahuri. On a l'impression qu'il a les yeux écarquillés, que son front se ride et qu'il esquisse une sorte de sourire un peu ironique. Donc, à partir de la même œuvre, au fond, l'éclairage peut changer complètement l'effet qu'elle produit. Alors, ça nous amène peut-être à nous poser la question de la reproduction de la sculpture, qui est un problème essentiel quand on s'intéresse à la sculpture. Au fond, photographier une peinture est quelque chose qui est relativement facile, puisque la peinture est une surface plate. Il suffit de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de reflet sur la surface du tableau, et ensuite de quoi ça se passe tout naturellement, tout seul. Pour la sculpture, c'est beaucoup plus compliqué. Le photographe doit à la fois choisir l'angle de prise de vue, donc l'angle évidemment qui met le mieux en valeur la composition, en laissant percevoir tous ces détails, enfin un maximum de détails en tout cas. Et puis, il doit aussi installer un éclairage qui mette en valeur le mouvement, les détails, les reliefs, le modelé, etc., etc. Alors j'ai pris, vous voyez, un peu au hasard, dans ce livre qui s'appelle Écrire la sculpture, qui est apparu en 2011, j'ai pris 2 pages, et le rapprochement des deux me paraît très significatif. Autant le David du Bernin est bien mis en valeur, on sent que la figure est animée par une torsion, que le bras est en avant et va se détacher pour lancer la flèche. Autant le pauvre Milon de Crotone est complètement aplati. Là encore, on pourrait presque imaginer que c'est une sorte de silhouette collée sur un fond, par exemple un fond d'ardoise. Alors j'espère que depuis 2011, le Louvre l'a refotographié, mais c'est tout de même un des chefs-d'œuvre de la sculpture française du XVIIe siècle, et c'est un peu dommage de la voir comme ça. Très jolis exemples, toujours dans le même livre, ce torse de Praxitèle ou cette sculpture de harpe, avec là un très joli éclairage, très sensible, très délicat, et qui à la fois donc, met merveilleusement, je trouve, en relief la surface. Regardez la douceur de la lumière sur le ventre de cette figure féminine, ou le mouvement, avec ces ombres ici qui accompagnent à la fois la torsion et la montée de la figure. Donc là, au contraire, une lumière qui fait sentir le relief et fait sentir donc cette surface qui est si importante dans le domaine de la sculpture, même si finalement, il faut bien se dire que très souvent, nous n'avons plus du tout sous les yeux la surface originale. Imaginez qu'un marbre comme celui-ci, donc du IIe siècle après Jésus-Christ, donc vous voyez qu'il y a plus de 2000 ans d'existence, a dû être dehors, a dû souffrir, et que donc la surface est forcément très différente de celle qu'il avait à l'origine. Ce que je pourrais ajouter d'ailleurs, c'est que dans le domaine des droits sur les images, je crois que les photos de peinture, enfin que le photographe qui photographie des peintures ne touche pas de droit d'auteur, puisqu'on considère que c'est vraiment de la reproduction, alors que celui qui photographie des sculptures est considéré comme un créateur et donc touche des droits sur les utilisations de cette photographie. Et ça nous montre bien, si vous voulez, la différence de statut entre l'un et l'autre. Mayol, donc mon cher Mayol, photographié ici par Horvat, qui est un grand photographe contemporain qui est mort il y a peu de temps. Mayol dont la surface, le modelé est toujours tout en douceur et souvent très, très lisse. C'est un modelé sur lequel la lumière va glisser sans s'accrocher et que Horvat, là aussi, auquel Horvat, je trouve, s'est donné tout son poids, toute sa densité, alors qu'il n'y a pas vraiment de détails auxquels s'accrocher. Et je dirais que ça va à l'encontre de ce genre d'œuvre, que ce soit donc ce Christ que vous connaissez bien puisqu'il est dans la cathédrale de Strasbourg, ou que ce soit ce bas-relief romantique représentant la tuerie de Préau. Donc dans les deux cas, une sculpture qui est une sculpture détaillée, qui est une sculpture fouillée, et là,
le rôle de la lumière, c'est d'un côté de nous faire pénétrer, vous voyez, dans les torsades de la chevelure du Christ, ou de mettre en valeur les poils de sa barbe, les plis de sa tunique, etc., etc. Et ici, sur une surface qui est relativement plate, hein, puisque c'est un bas-relief, de nous faire sentir de nouveau tous les détails, avec ce détail magnifique, vous voyez, de la chevelure de la femme qui se renverse en arrière et qui se transforme presque en une sorte de drap enveloppant la composition. Là encore, tous ces détails des cheveux, les deux chevelures ici qui se mêlent l'une dans l'autre, encore ici des mèches qui tombent, ou au contraire les détails beaucoup plus brutaux du modelé. Regardez l'accent de cette joue, ici la grimace de ce personnage, la lumière, donc chaque fois souligne tout cela et met en valeur donc la composition. Rodin était bien conscient de tout cela, donc, et lui-même a voulu donner une sorte de démonstration de l'impact de la lumière sur la sculpture. Alors, quand il avait des visiteurs un peu de marque dans son atelier, il prenait un peu de terre et il modelait deux petites esquisses, comme celles que vous avez sous les yeux, et qui représentaient la sculpture grecque et la sculpture de la Renaissance. Et il leur expliquait ensuite que la sculpture grecque, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le torse de femme, c'était une sculpture très sereine, c'était une sculpture parfaitement équilibrée, avec simplement un léger contrapposto, ce déhanchement ici, vous voyez les jambes qui partent, enfin les hanches qui partent dans un sens et les épaules dans l'autre, qui anime un petit peu la figure, mais que la figure était construite de telle façon qu'elle recevait la lumière en plein sur le torse et que ça lui donnait une impression enfin, que ça produisait un effet de puissance. La sculpture semble en quelque sorte irradier la lumière. Au contraire, dans la sculpture de la Renaissance, comme peut-être dans la sculpture romantique, on cherche des effets dramatiques, on cherche à donner un sens tragique, souvent à l'œuvre. Et donc là, vous le voyez, est construite très différemment. Elle est construite déjà sur un principe de segments qui s'opposent, hein, une sorte de zigzag presque, avec des angles beaucoup plus forts. Et puis surtout, la sculpture se penche en avant et au niveau du torse, vous avez donc un creux qui produit de l'ombre et cette ombre donne un côté dramatique à la figure. Alors la paire que vous avez ici se trouve au musée Rodin. On en connaît une autre au Metropolitan Museum à New York. Et c'était une sorte de petit plaisir que Rodin pouvait faire aux visiteurs qu'il aimait bien. Rodin va rapidement reprendre ce genre de principe pour une figure comme celle-ci, qui est Adam. Adam, qui était destiné, qui devait accompagner la porte de l'enfer, donc qui est une figure de 1880 ou 81. Donc on est très tôt dans la carrière de Rodin. C'est le moment où il est justement très influencé par la Renaissance italienne. Il regarde beaucoup l'œuvre de Michel-Ange. Et il travaille donc sur cette composition qui est une composition dramatique puisqu'il s'agit de représenter l'enfer de Dante. Et nous retrouvons exactement ce que nous venons de voir, donc cette composition avec des lignes qui s'opposent les unes aux autres, et puis donc cette zone d'ombre au cœur de la figure qui produit donc un effet très puissant. Et en face, pas contemporain, puisqu'une génération les sépare, mais son collègue sculpteur, Mayol que Rodin a admiré d'ailleurs lui-même lorsqu'il a fait sa connaissance au tout début du XXe siècle, et qui lui, comme je vous le disais tout à l'heure, cherche donc tout à fait autre chose. Au contraire, pas de détails, un modelé beaucoup plus lisse et une sculpture qui, partout, reçoit la lumière et en quelque sorte la reflète. Alors, dans le cas de Rodin et de Mayol, on a la chance de connaître un peu leur discussion grâce au comte Kessler. Le comte Kessler, c'est un aristocrate d'origine allemande, mais c'est surtout un Européen. C'est quelqu'un qui était beaucoup en France, beaucoup en Angleterre, beaucoup en Belgique, et qui a énormément soutenu, défendu et admiré ce qui était la modernité en art au tournant du XXe siècle. Donc en peinture, ce sont des gens comme Seurat.
Ce sont des gens comme les Nabis, comme Maurice Denis, etc. Et en sculpture, il a admiré d'abord Rodin, il a eu un certain nombre d'œuvres de Rodin, mais l'artiste qu'il a admiré entre tous, c'est Mayol, et c'est lui d'ailleurs qui a commandé à Mayol donc l'exécution en pierre de la Méditerranée. Alors celle que vous avez ici n'est pas la première, qui se trouve à Winterthur, mais la deuxième Méditerranée, exécutée en 1923 pour l'État français. Et c'est celle qui se trouve aujourd'hui au musée d'Orsay. Alors voilà, Mayol disait « Moi, je pense toujours à la lumière. Rodin, lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout l'ombre. Il nous a bien expliqué ça le jour qu'il est venu chez moi en parlant des cathédrales. C'est un homme du Nord. S'il fait un petit bout de lumière quelque part, c'est pour nous mener dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'il a besoin de modeler. Moi, je vois les choses simples dans la lumière. Je n'ai pas besoin de modeler. » Et il continue en disant « Je ne crains pas le soleil parce que je ne cherche pas les ombres et les lumières, les demi-teintes, mais je cherche les formes. Et c'est pour ça que ma sculpture résiste au soleil. » Donc, avec ces deux œuvres, on a, je trouve, l'illustration parfaite de ce genre de propos. Et on peut donc imaginer, si vous voulez, ces discussions sur deux approches de la sculpture qui sont tout aussi, je dirais, défendables l'une que l'autre, mais qui correspondent à des tempéraments complètement différents. Et Mayol était un homme du Midi. Il était habitué donc à cette grande lumière de la Méditerranée. Et il est effectivement bien possible que cela ait influé sur sa perception de la forme. Alors, ceci nous mène à un débat qui a beaucoup occupé les esprits depuis la Renaissance, qui est le débat du paragone. Alors, paragone, c'est un mot qui veut dire comparaison, et il s'agit de savoir entre la peinture et la sculpture, lequel de ces deux arts est supérieur à l'autre. Ce tableau qui se trouve au Louvre, qui est l'homme en armure de Savoldo, est un bon exemple, offre une bonne démonstration de cette réflexion, de cette discussion, puisque vous avez ici un autoportrait du peintre d'ailleurs, qui est en armure et qui se reflète à la fois ici, dans un premier miroir ici, dans un second miroir là, et même vous voyez que sa main se reflète ici dans l'armure. Donc, nous sommes devant un tableau. Un tableau, c'est une surface plane en 2 dimensions, mais nous pouvons ici voir l'œuvre comme si nous en faisions le tour, puisque grâce à ce jeu de miroirs et de reflets, nous tournons autour de cette œuvre. Mais les choses ne sont tout de même pas si simples que ça. En réalité, le débat va se poursuivre tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il est alimenté, vous voyez, par ce type de tableau dans lequel l'ombre est utilisée de façon très forte pour faire jaillir le relief, alors que ce soit Rembrandt au XVIIe, Wright of Derby de nouveau au XVIIIe ou encore Suvet. Chaque fois, un éclairage latéral va produire une très forte impression de relief, de volume. Et au fond, la peinture ici s'approche de la sculpture, en quelque sorte s'empare de ces moyens, de ces moyens qui lui donnent, en fait, de cette troisième dimension qui lui donne une présence si forte qu'en principe la peinture n'a pas. Et en voilà encore un exemple avec ce magnifique Christ de Zurbaran, où là encore, tout ce travail donc de l'ombre sur le côté du Christ, opposé au côté inverse qui lui est dans la lumière, produit une impression très forte de relief, à tel point que l'on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une sculpture polychrome. Alors, ce débat a en fait, donc, comme je vous le disais, passionné les artistes, et Léonard de Vinci lui-même a apporté son point de vue sur le sujet, en considérant d'ailleurs que finalement la peinture est supérieure à la sculpture. Alors, il reconnaît que la sculpture dépend de ses conditions d'éclairage, alors que la peinture a en elle-même sa lumière et ses moyens d'éclairage. Et voilà ce qu'il dit. Tout d'abord, la sculpture est subordonnée à certaines lumières d'en haut, alors qu'une peinture porte partout son éclairage avec elle. Ombre et lumière sont donc essentielles pour la sculpture. À cet égard, le sculpteur est aidé par la nature du relief qui les engendre de lui-même, mais le peintre les crée artificiellement par son art aux endroits où la nature les distribuerait vraisemblablement.
le sculpteur ne saurait rendre la variété des couleurs des objets. La peinture n'y manque point, en leurs moindres détails. La perspective des sculpteurs semble dépourvue de vérité. Celle des peintres semble se prolonger à 100 000 au-delà de l'œuvre elle-même. Les effets de la perspective aérienne échappent au sculpteur. Il ne peut représenter ni les corps transparents, ni les lumineux, ni les angles de réflexion, non plus que les corps brillants, tels les miroirs et autres surfaces scintillantes. Ni les brouillards, ni le temps maussade, ni une infinité de choses dont je m'interdis l'énumération et qui risqueraient d'être oiseuses. Donc pour Léonard de Vinci, à vrai dire, comme pour la plupart des peintres, finalement, la peinture l'emporte sur la sculpture dans la mesure où elle bénéficie de la couleur et où effectivement elle peut créer autour d'elle un contexte qui lui donne, enfin qui la place au sein de son propre univers. Et c'est quelque chose qui, en principe, est interdit aux sculpteurs. Alors je dis bien en principe parce que Rodin, lui, va prendre le problème à l'envers et, avec la porte de l'enfer, va chercher à l'intégrer, à l'insérer dans une sorte d'ambiance, de contexte, de façon à ce qu'elle soit vraiment partie prenante, si vous voulez, de cet univers. Donc, La Porte de l'Enfer, en 1900, comme vous la voyez à droite, n'est plus l'œuvre narrative qu'elle était en 1889, au moment donc où Rodin la termine à peu près, puisqu'en fait il ne l'a jamais vraiment terminée, et où elle est censée représenter donc l'enfer de Dante, ou en tout cas évoquer cet enfer de Dante, avec quelques scènes qui sont très reconnaissables, comme ici le groupe du Golin, le penseur que vous avez là, et puis ici donc cette représentation des damnés dans l'enfer, les damnés qui arrivent ou les damnés qui sont condamnés définitivement. Et puis en haut, donc ces trois personnages qui représentent théoriquement les juges qui se trouvent à l'entrée des enfers, mais qui sont, pour en revenir à ce débat sur le paragone dont nous parlions tout à l'heure, peut-être une façon très habile de le résoudre, puisque vous savez que ces ombres sont en fait 3 fois le même personnage. Rodin a moulé la figure initiale et en a placé donc trois épreuves les unes à côté des autres, mais en les tournant de façon différente, ce qui fait que l'on en voit une de face et les deux autres plus ou moins de profil. Donc là, si vous voulez, vous êtes devant, vous ne pouvez pas faire le tour de l'œuvre puisque cette porte, par définition, fait partie d'une façade. Donc l'arrière du groupe n'est pas accessible, mais sans bouger de votre place, vous pouvez en quelque sorte en faire le tour. Donc on trouve dans ce groupe des 3 ombres une façon en fait de composer, comme ce que nous avons vu avec l'homme en armure de Savoldo, mais cette fois-ci donc en transposant la même idée, en fait, le même système de la peinture à la sculpture. Donc, pour en revenir à La Porte de l'Enfer, lorsque Rodin l'expose en 1900, il en a retiré, ou plutôt il n'a pas remis en place tous les petits groupes. Vous voyez qu'il n'y a que les ombres qui ont retrouvé leur place, et encore d'ailleurs pas tout de suite, au bout d'un certain temps seulement, parce que Rodin a dû penser que cette porte avait besoin d'une sorte d'amortissement. Donc, cette porte devient une sorte de surface très, très sinueuse, très fluctuante, très, très ouvragée, mais qui n'évoque rien de précis, qui pourrait plutôt évoquer le mouvement de la mer ou bien une sorte de vision à travers l'atmosphère, si vous voulez, un peu comme quand on est en avion et qu'on regarde à travers les nuages et qu'on voit la terre en bas, mais très, 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 très floue, puisque vous avez ces nuages donc, qui se superposent les unes aux autres. Donc il ne reste plus qu'une surface, fluctuante qui va évidemment réfléchir la lumière et permettre à celle-ci de jouer et de faire jaillir des éléments de façon différente. Alors, cette vision qu'on peut rapprocher aussi du chaos originel doit être, à mon avis, rapprochée de celle des séries, et en particulier des séries de Monet. Vous savez que Monet a beaucoup travaillé, travaillé par séries, notamment les séries représentant la cathédrale de Rouen, qu'il a exposée à Paris une première fois en 1895, puis de nouveau plus complète quelques années plus tard. Donc,
il représente au fond le même point de vue, enfin il se place, oui, du même point de vue, il représente la même partie de la façade, mais à des heures différentes de la journée et avec des éclairages différents. Et chaque fois, c'est un autre bâtiment qui se montre à nos yeux. Et je suis tentée de rapprocher ceci de réflexion de Rodin sur la cathédrale d'Abbeville, où il va vers 1907-1908. Et quand il la voit d'abord, elle ne lui plaît pas. Il trouve que cette cathédrale, vraiment, n'a aucun intérêt. Et puis, il revient un peu plus tard, l'éclairage a changé, et alors il dit, alors elle est devenue admirable. Seul le moment défavorable avait causé mon erreur. La cathédrale est comme une femme, belle selon qu'elle désire ou vous repousse. On le voit à sa physionomie, il faut rester ou s'en aller. Ces grands artistes n'ont pas séparé leurs monuments de la nature, ils l'ont fait bénéficier des passages du soleil, des phénomènes quotidiens. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ils l'ont fait bénéficier des passages du soleil, des phénomènes quotidiens. Et c'est en quelque sorte ce que Rodin veut à son tour, si vous voulez, intégrer à sa porte de l'enfer. Alors vous allez me dire que c'est compliqué, hein, puisque c'est une œuvre en plâtre, qui est une œuvre unique, alors que Monet, lui, il peut multiplier les toiles et se placer devant la cathédrale de Rouen à toutes les heures de la journée, en été, en hiver, et la voir sous des aspects différents. Mais Rodin a beaucoup aimé ce travail de Monet, et en particulier la cathédrale dans le brouillard. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à être tout à fait sûre que ce soit celle que vous avez ici au centre de l'écran, mais bon, je pense qu'elle est très équivalente. Et en tout cas, c'est cette cathédrale dont vous voyez que les formes, en fait, se perdent dans une espèce de surface très, très nuancée, une surface dans laquelle jouent les accents de couleurs, mais on ne perçoit plus vraiment ni les tours, ni les clochetons, ni les tympans, ni quoi que ce soit. C'est donc une sorte de masse qui se dilue presque dans l'atmosphère. Et j'imagine que c'est quelque chose de ce genre que Rodin a cherché pour la porte de l'enfer. Cette vision, si vous voulez, d'une forme donc diluée dans un brouillard lumineux. Alors, il faut se souvenir aussi que Rodin est myope, très myope même, et qu'il est possible que cette myopie l'ait aidé à prendre cette distance par rapport à la forme. Quoi qu'il en soit, il pense son œuvre dans la lumière, il veut réaliser une œuvre dont les détails sont absorbés par la lumière, qu'il s'agisse de brouillard ou de grand soleil. Et l'œuvre échappe ainsi aux limites que la matérialité de la sculpture lui impose. Et il reprend à ce moment-là, enfin, où on peut reprendre plutôt des propos qu'il a tenus toujours à ce fameux comte Kessler. Rodin disait « Le gothique du XVIe siècle m'a forcé à l'étude de la lumière ». Rodin aimait énormément donc, cette architecture de la Renaissance et du Moyen-Âge. Il a passé son temps donc, à sillonner la France, à la dessiner. Par tous les temps d'ailleurs, alors peut-être pas avec la même perfection et en allant aussi loin que Claude Monet, mais néanmoins en étant très attentif au jeu de lumière. Et on peut imaginer donc que c'est un travail de ce genre qu'il a préparé ensuite à réaliser cette porte dont en fait il ne sera jamais véritablement satisfait, puisque au fond il va la laisser dans cet état, elle restera dans son atelier et il ne la terminera jamais. Et il est probable que pour Rodin, l'élément qui lui aurait peut-être permis d'aller plus loin et sur lequel il achoppe, ce sont les moulures qui encadrent la porte et pour lesquelles il n'arrive pas à trouver le profil parfait qui aurait justement constitué cette jonction entre le portail lui-même et cette atmosphère ambiante dans laquelle il cherche, si vous voulez, à fondre son œuvre. Je ne sais pas si mes explications sont très claires, mais je crois qu'il faut vraiment, si vous voulez, imaginer Rodin devant cette porte de l'enfer, voulant en faire un élément qui n'est plus de limite, ce qui est évidemment totalement contraire à la sculpture, et totalement pénétré par cette lumière à laquelle il tenait beaucoup. Et vous voyez d'ailleurs ces grandes fenêtres qui sont tout autour du pavillon, puisque là, la porte est probablement transportée à Meudon, dans ce pavillon de l'Alma qui avait abrité l'exposition de Rodin en 1900 et qu'il fait reconstruire dans son jardin, et pavillon qui était éclairé donc par des grandes fenêtres, comme vous le voyez ici, un peu comme des fenêtres d'orangerie.
Je pense que pour lui, c'était quelque chose d'absolument essentiel. Donc on comprend mieux que de cette façon, il est retiré, si vous voulez, tous les groupes qui à la fois donnaient un sens trop précis à cette composition et qui aussi probablement constituaient des accents trop forts. Je vous remonte la diapositive précédente. Vous voyez bien ces différences de relief. Les groupes sont quelquefois extrêmement saillants. Rodin a joué sur tous les niveaux possibles, des parties qui sont pratiquement en ronde-bosse. Regardez par exemple des figures comme celle-ci. Et d'ailleurs, elles ont eu une existence indépendante. Vous le savez bien, le penseur, par exemple, existe tout seul de son côté, de même que beaucoup des figures de Laporte. Donc des figures qui constituaient des accents, j'imagine, trop forts, des noirs trop durs, trop brutaux, alors qu'il cherchait au contraire une surface beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide. Et c'est peut-être son premier biographe, Maillard, qui, en 1899, l'explique le mieux. Maillard écrit « Le décor n'est pas seulement le fait d'une recherche intellectuelle, il se compose et se complète de l'atmosphère environnante. » Vous voyez, il se compose et se complète de l'atmosphère environnante. Il n'est non pas d'assemblage longuement cherché, mais d'une rencontre heureuse de lignes, de formes et d'aspects. La moindre figure est toute destinée à produire cette immédiate perception du décor par la masse d'ombre et de lumière qu'elle impressionne, car la sélection des plans prêtant la direction aussi bien aux profils qu'aux ensembles les fait entrer de suite dans l'unité ambiante. Donc Maillard avait bien compris cette recherche sur la lumière qui anime Rodin. Rodin, si vous voulez, qui en 1900 a déjà 40 ans de carrière, ou 30 ans en tout cas de carrière derrière lui, a exploré toutes les possibilités du modelé, détaillé, analytique, etc., etc., et cherche donc autre chose maintenant, et cette autre chose, c'est probablement donc ce lien avec l'atmosphère. Alors, la porte telle que vous la voyez ici, c'est bien sûr une porte que l'on voit de jour, hein, comme Rodin d'ailleurs la voyait probablement, puisqu'il n'a eu l'électricité que très tard à Meudon. Mais Rodin devait aimer, j'imagine, regarder sa porte de nuit, de même qu'il a aimé visiter les cathédrales de nuit. Rodin, vous le savez, a écrit un livre qui s'appelle Les cathédrales de France, qui est paru en 1914 et dans lequel c'est un livre assez poétique. En fait, ce n'est pas du tout un guide touristique, c'est plutôt un livre d'impression, c'est un livre très personnel sur la façon dont il comprend et apprécie ces cathédrales. Et il est allé beaucoup à Reims, qu'il admirait énormément, qui n'avait pas encore été détruite à l'époque, ce qu'il considérera d'ailleurs comme un véritable drame, comme beaucoup d'autres artistes. Et il a la possibilité d'y aller de nuit, et il est fasciné à ce moment-là par cette vision de la cathédrale qui l'entraîne dans un univers peut-être du rêve, peut-être du cauchemar, car sous l'effet de l'obscurité, toutes les formes se mêlent et constituent une sorte de magma auquel la nuit donne un caractère fantastique. Donc c'est une vision très romantique, évidemment, que Rodin d'ailleurs n'est pas le seul à avoir. Le peintre Millet, par exemple, disait « Je voudrais pouvoir faire sentir à ceux qui regardent ce que je fais les terreurs et les splendeurs de la nuit. Il faut faire percevoir l'infini. » Et Rodin, j'imagine, est un peu dans un même état d'esprit et écrit à son tour sur cette visite de nuit de la cathédrale de Reims. « Je ne reconnais plus ma cathédrale, j'avance, forêt magique, le jour on est au ciel ici et la nuit en enfer. Nous sommes descendus aux enfers comme Dante. Le mystère est dans l'inconnu de ce spectacle. On y a l'idée de la forêt, de la grotte, mais ce n'est rien de tout cela. Quelque chose de nouveau, absolument, qu'il est impossible de définir tout de suite. La masse effroyable de la nuit, un instant repoussée, faiblement, reprend aussitôt l'empire avec une irrésistible violence. Je suis dans l'épouvante et le ravissement. Dante, es-tu entré dans ce cercle d'horreur ? Et sur ces belles paroles de Rodin, je vais m'arrêter et vous remercier de votre attention pendant ce moment. Et bien sûr, maintenant répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Antoinette pour cette conférence. Donc maintenant, c'est le moment de rallumer vos micros pour le temps des questions. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Arrêter le partage d'écran ou
Oui, vous pouvez arrêter le partage d'écran, sauf si on a envie de revenir sur quelque chose ou sur. Alors, je laisse. Est-ce qu'il y a une première question? C'est toujours compliqué, la première question. Est-ce qu'on peut comprendre, vous avez parlé de Léonard de Vinci, est-ce qu'on peut comprendre qu'il estimait la peinture supérieure à la sculpture Oui, bien sûr, bien sûr. Mais généralement, c'est la conclusion à laquelle on arrive, hein, c'est que la peinture est supérieure à la sculpture, hein, parce que la peinture a la couleur et que derrière la figure, elle peut représenter un paysage, hein, c'est tout simple. Alors que derrière la figure, la sculpture, à moins qu'elle soit, je sais pas, installée dans un cadre particulier, dans un jardin ou autre, voilà, la sculpture se limite à elle-même. Mais les sculpteurs, alors je dirais, ont réfléchi aussi là-dessus, et de plus en plus, ils ont aimé à donner des cadres à leurs figures. Mayol, par exemple, a beaucoup souhaité que ses figures soient vues dans des jardins. Il admirait le parc de Versailles et il souhaitait donc que ces sculptures bénéficient d'un semblable environnement. Et puis penser à toute la sculpture décorative qui est aussi, je sais pas, même les torchères de Carrier-Belleuse qu'on a vues en commençant, elles sont faites pour s'intégrer dans un décor. Mais ceci... Sinon, le sculpteur doit forcément tenir compte de la lumière, c'est l'objet de cette conférence, mais de l'espace, quoi. C'est vraiment dans lequel s'intègre sa sculpture. C'est aussi même si la peinture est causa mentale, comme disait Léonard de Vinci, oui. En trouvant la peinture supérieure à la sculpture, le sculpteur doit quand même s'adapter à l'espace, à la lumière. Enfin, c'est un travail quand même conséquent. Bien sûr, oui, oui, oui. Mais ça, les sculpteurs l'ont fait très bien. Les sculpteurs égyptiens s'adaptaient parfaitement à la lumière de ces pays. Avec Fucosis. Oui, de même que les sculpteurs gothiques se sont adaptés aussi. Alors, on vous entend. Si vous voulez poser une question, faites-le. Oui, Laurence, oui. Je voulais vous partager quelque chose aussi par rapport à ce que vous disiez, madame, oui. Quand vous parliez de Rodin qui aimait visiter les cathédrales de nuit. Oui. Et c'est vrai que moi, j'en ai fait l'expérience avec quelques équipes voilà, pour la nuit des églises. Et je voulais juste vous dire que en plus de la nuit, il y a le silence. Oui, c'est vrai. On découvre les œuvres d'art, c'est absolument exceptionnel ce qu'on peut vivre parce c'est la nuit, il y a le silence. Mais alors nous, par contre, parce qu'on était en groupe, on n'a pas ressenti l'enfer. C'était même un moment magique parce que visiter une église ou une cathédrale de nuit, il n'y a pas tous les autres, cette ruche, ce bourdonnement. Et enfin, c'était simplement pour vous dire que on peut encore mieux voir les œuvres d'art, surtout quand on a tous la même lampe de poche et qu'on la dirige vers le même endroit. Oui. J'ai beaucoup aimé cette comparaison-là avec Rodin. Mais merci parce que merci en tout cas de cette précision parce qu'effectivement le silence est certainement quelque chose qui compte beaucoup, mais il faut imaginer Rodin tout seul dans ces grands espaces noirs que peuvent être les cathédrales. Effectivement, c'est une vision sans doute très impressionnante. Oui. Mais là, on a un esprit qui proteste. Et sinon, Antoinette, je voulais vous demander aussi, quelle est la proportion des photographes qui travaillent avec les artistes? Parce qu'on a vu donc que Rodin travaillait pas mal oui. avec Steichen, enfin, bon, je ne sais pas comment on prononce. Est-ce que c'est assez courant qu'il y ait comme ça des liens photographes-sculpteurs ou est-ce que c'est exceptionnel à cette époque-là? Ah non, il y en a beaucoup en fait. Parce que, si vous voulez, la sculpture attire les photographes. Justement, étant donné que la photographie d'une sculpture est chaque fois une création, puisqu'il y a le choix de l'angle, le choix de l'éclairage, etc., les sculpteurs sont très attirés par la sculpture. Et quand ce sont des grands sculpteurs en plus, les photographes le sont d'autant plus. Et d'ailleurs, le musée Rodin, comme le musée d'Orsay, ont fait plusieurs fois des invitations à des photographes, vous voyez, justement, pour avoir aussi cette autre vision de la sculpture.
parce que leur œil permet parfois de découvrir des choses qu'on ne perçoit pas forcément quand on passe tous les jours devant, qu'on a l'impression de bien les connaître. L'œil du photographe les fait voir d'une autre façon. Et c'est probablement pour ça que Rodin aimait aussi les photos ratées, parce qu'il voyait autre chose que la vision, je dirais, banale, habituelle. D'accord, merci. Je pense que pour des grands photographes, je dirais être proche de l'œuvre d'un sculpteur. J'imagine que pour Horvath, ça a été un plaisir de photographier. Il en a fait tout un livre. Donc, vous voyez, il a photographié une série d'œuvres de Mayol, de même que Druet a beaucoup photographié Rodin. Steichen un petit peu moins, mais tout de même, il a passé une nuit entière, peut-être même plusieurs d'ailleurs, à photographier le Balzac. Ça vous donne une intimité avec l'œuvre, une perception profonde qui doit être quelque chose de tout à fait exceptionnel. En tout cas, c'était très, très surprenant là, votre exemple de Daniel Chester, French, d'Abraham Lincoln, éclairé différemment, ce visage éclairé différemment, c'est stupéfiant. Hein. Oui, on arrive à deux résultats complètement opposés. Oui, alors que c'est vraiment la même sculpture. Oui, je trouve ça très intéressant en fait. Ça montre bien l'effet que peut produire la lumière. Oui, exactement. Combien il faut être prudent dans l'éclairage. Et c'est vrai que quand on s'occupe de sculpture, l'éclairage est toujours un problème. L'éclairage, les ombres, le choix de la source, on peut y passer des heures. Donc j'espère que Mayol sera bien éclairé au musée d'Orsay. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Monsieur Oberfeld? Oui. Alors, vous avez montré l'importance de la lumière pour la perception de l'œuvre. Oui. Alors, autant dans les musées ou dans des églises, on peut arranger la lumière pour que ça rende bien, mais il y a beaucoup de sculptures qui sont dans des parcs extérieurs et souvent éclairées par seulement la lumière du jour. Alors, comment choisit-on l'heure du jour? Est-ce que quelque part, ce genre de choses est signalé? Alors, Steichen, lui, a écrit l'heure de ses prises de vue sur ses photos. Donc là, on a un cas bien précis, bien documenté. Bon, en général, je pense qu'on ne connaît pas l'heure de la prise de vue, mais je pense qu'un photographe qui veut bien faire son travail, quand il photographie une sculpture en extérieur, doit passer du temps devant la sculpture pour voir, si vous voulez, à quelle heure la lumière la met mieux en valeur. Et si vous me permettez un souvenir plus personnel, j'étais jeune conservateur au musée d'Orsay au moment de l'ouverture de ce musée. Et j'ai donc assisté à toute l'installation de la porte de l'enfer de Rodin, qui se trouve, vous savez, au fond de la nef. Et donc, j'ai passé des journées à regarder les restaurateurs travailler, etc. Et vraiment, une des choses dont je me souviens, c'est comme la sculpture se modifiait au long de la journée, puisque Orsay a cette grande verrière, donc la lumière passait au travers, il y avait parfois des nuages, c'était le matin, c'était le soir, et la porte était complètement différente d'un moment à l'autre. Donc, j'imagine que pour un photographe qui va photographier les statues du parc de Versailles, par exemple, le choix effectivement du moment doit être très important. J'espère qu'ils ne sont pas trop pressés en général et qu'ils peuvent prendre un petit peu de temps pour justement pour percevoir ce genre de choses. Mais les prises longues, c'est aussi une belle façon de représenter la sculpture. Donc, Steichen faisait ces prises qui duraient plusieurs heures, mais j'ai eu l'occasion de participer à un skira sur la sculpture. J'ai oublié le nom du photographe, mais il nous racontait qu'il photographiait par exemple l'Arc de Triomphe. On avait l'impression que c'était en plein jour avec un ciel tout bleu derrière, pas une voiture devant. Et il nous disait qu'il obtenait ce résultat avec des prises de nuit qui étaient des prises de plusieurs heures. Même chose. Oui. Donc la pellicule arrive à s'impressionner suffisamment et avec l'Arc de Triomphe qui ne bouge pas, mais en revanche, comme les voitures passent rapidement, au fond, elles n'ont pas le temps de laisser une marque sur la pellicule. Donc il y a tout un travail qu'en fait on ignore, bien entendu, mais qui sûrement compte.
comme tout travail d'ailleurs. Donc, le visiteur doit y passer beaucoup de temps. Oui, oui. S'il pouvait, il faudrait qu'il soit là une journée entière et en plus, par temps gris, par beau temps, en été, en hiver. Ça, c'est la chance qu'ont les conservateurs de musées, c'est qu'ils ont leur collection sous la main et ils peuvent revenir très souvent pour la regarder à différents moments et du coup, vraiment la connaître en profondeur. C'est pour ça que je pense que c'est un des plus beaux métiers qui soit. Mais ceci étant dit, je veux dire, à Strasbourg, avec cette magnifique cathédrale qui est là au cœur de la ville, je pense qu'on peut passer et repasser devant le portail et là aussi en avoir des impressions très différentes selon la lumière, selon l'heure. Et ça, c'est vraiment possible à tout un chacun. Mais la sculpture est plus difficile à aimer, à comprendre que la peinture, parce qu'au fond, la peinture, vous êtes devant un tableau, bon, déjà, vous n'avez pas vraiment besoin de bouger, vous mettez devant le tableau, vous le voyez bien, il n'y a pas de reflet, c'est parfait. Alors après, le tableau peut vous emmener, peut vous faire rêver, vous voyez ce paysage, vous voyez, ça vous entraîne dans un univers très, très imaginaire, alors que la sculpture, elle a un côté bien matériel, donc vous avez cette forme sous les yeux et a priori, la forme ne va pas au-delà, même si beaucoup de sculpteurs ont essayé justement d'essayer de faire oublier cette limite que constitue l'enveloppe extérieure de la sculpture. Mais la sculpture est, je trouve, plus difficile à vraiment apprécier que la peinture, parce que dans la mesure où c'est un objet matériel, on a l'impression c'est-à-dire on a vu tout de suite, c'est une femme qui a la tête appuyée sur la main, c'est un homme qui a la jambe en l'air, bon, voilà. Mais en réalité, il faut y passer du temps pour comprendre l'équilibre, pour voir justement toutes les nuances du modelé, qu'est-ce que le sculpteur a cherché, etc., etc. Donc mais après, on peut aimer la sculpture, aimer la peinture. D'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre. Les deux se complètent même, quelquefois. Alors, on a une question, Antoinette, de Maurice Déninger. Vous avez dit Rodin pense son œuvre par la lumière. Je m'attendais à ce que vous disiez qu'il la situe par rapport à l'ombre. Ombre, lumière, qu'est-ce qui prédomine? Alors, Laurent, je vous répondrai que c'est un peu, vous savez, comme le verre à demi plein et le verre à demi vide. Tout dépend de quel côté on décide de se placer, parce que l'ombre et la lumière, c'est tout de même les deux faces d'un même phénomène. Mais c'est vrai que je pense que c'est une réflexion tout à fait juste, et je pense que Rodin se situe plutôt du côté de l'ombre, alors que Mayol se situe plutôt du côté de la lumière. Oui. Et on voit très bien que Rodin travaille l'ombre, y attache beaucoup d'importance. Cette photo de la porte de l'enfer que vous avez, je pense, sous les yeux comme moi, en est un magnifique exemple. Et cette idée aussi que Rodin est un homme du Nord et Mayol un homme du Midi, oui. Avec l'idée que justement dans le Nord, eh bien, on exploite la moindre petite lumière pour mettre en valeur le modelé de la sculpture, quoi. C'est assez intéressant. Rodin se pose vraiment, si vous voulez, en héritier des romantiques. Hein. Il admire beaucoup Préau, il admire Carpeau, il admire des gens comme ça, des gens qui ont vraiment su exploiter justement toutes ces aspérités du relief auxquelles s'attache la lumière. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est un homme du Nord? Enfin, il est un homme du Nord, il est un Parisien, hein, Rodin. C'est quand même pas le Grand Nord. D'accord. C'est vrai que ça n'est en tout cas pas la lumière de Banyuls. Ça, c'est certain. Ou la lumière égyptienne qui écrase davantage. Oui, tout à fait. Ouais. Surtout quand c'est du haut relief, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la lumière d'Île-de-France qui est une lumière plus douce, plus ductile. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Est-ce que les antiques avaient cette même notion? Alors là, il est difficile de répondre parce qu'on manque un peu d'éléments, mais je ne vois pas comment ça peut être autrement, si vous voulez. En plus de quoi, la lumière, si on pense Grèce, la lumière de la Grèce est une lumière magnifique. Donc, c'est évident que le jeu de la lumière sur les sculptures devait compter pour eux. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement.
D'ailleurs, vous savez, on dit toujours que dans l'architecture grecque, il y a toute une réflexion pour que les formes aient l'air toujours d'être tendues, que par exemple les colonnes ne sont pas des cylindres dont les deux côtés sont parfaitement parallèles, comme on l'imagine comme ça simplement, mais qu'en fait les colonnes se renflent au milieu pour donner l'impression vraiment de porter, de se tendre pour porter la couverture du temple. Donc tout ça, c'est lié à la lumière en fait. Donc, je pense que les anciens étaient tout autant que les modernes sensibles à ce genre de choses. Voilà. Est-ce que on a fait le tour des questions, peut-être? Enfin bon, c'est le genre de sujet dont on n'a jamais fait. Oui, c'est un sujet tellement vaste que bon. Mais voilà, donc... moi, c'est un sujet, si vous voulez, je vous le redis, Laurence, comme je vous l'ai déjà dit, qui m'a vraiment intéressée parce que je trouve que ça fait aller plus profondément dans la réflexion sur la sculpture, plus proche peut-être de la façon dont les sculpteurs avaient l'habitude de voir leur œuvre, de ce qu'ils recherchaient. J'étais heureuse donc de réfléchir là-dessus et je vous remercie. On a été très heureux de votre conférence. Merci beaucoup, Antoinette, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à revenir dans nos programmes si vous en avez envie et si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur. On sera ravis de vous accueillir de nouveau. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà. Et puis sinon, donc pour la prochaine fois, notre conférencière donc, sera Hélène Aublin, donc attachée de conservation du patrimoine, ancienne responsable adjointe du musée Mallarmé. Donc c'est le 12 mars. Et là, nous allons donc plutôt au 19e siècle, un voyage de la figuration à l'abstraction, lumière, corps, espace et expressivité dans les arts au 19e. Donc Gustave Moreau et Odilon Redon, la quête de la couleur et le corps lumineux. Voilà. Donc, nous avons encore cette conférence et nous avons une conférence en avril sur visage et expression, face et sainte face dans l'art moderne et contemporain entre figuration, abstraction et non-figuration. Là, c'est Valérie Buzine qui nous fera cette conférence. Et ensuite, nous avons, pour terminer notre programme, une visite guidée du musée Unterlinden de Colmar avec la partie moderne et contemporaine. Donc, pour ceux que ça intéresse, mettez-nous un petit message pour qu'on sache qui a envie de s'inscrire et, voilà, et comment on organise cette demi-journée le 7 mai après-midi. Voilà. Mais écoutez, d'ici là, je vous souhaite à tous un très, très bon week-end. Je vous remercie de votre attention et de votre présence aujourd'hui. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à parler de nos conférences autour de vous pour qu'on ait encore plus de monde qui nous suive. Ça nous ferait plaisir. Et puis, merci encore aux personnes de l'étranger qui nous suivent, Londres, Casablanca, Budapest. Merci à vous d'être présentes. Un grand, grand merci, Antoinette, pour votre conférence. Merci à tous et à très bientôt. Très bon week-end.